Les États-Unis viennent de franchir une ligne rouge. Dans leur bras de fer contre le Venezuela, la cible n'est plus seulement le régime de Caracas, mais le pétrole qui navigue en pleine mer. Ce qui s'est passé le 20 décembre dernier ressemble à un scénario de film, sauf que les conséquences, elles, sont bien réelles. Ce jour-là, un super pétrolier fend les eaux internationales de la mer des Caraïbes. Dans ses soutes, une cargaison massive d'1,8 million de barils de brut. Sa destination, le complexe pétrochimique du Guangdong, en Chine. Tout semble calme jusqu'à ce que la situation bascule brutalement. Des hélicoptères militaires américains surgissent et descendent en rase-motte au-dessus du pont. Des commandos armés sont élitreillés à bord et prennent le contrôle immédiat du navire. L'équipage, impuissant, reçoit l'ordre de changer de cap. Direction, les États-Unis. Cette opération de force se déroule sans aucun mandat des Nations Unies, sans aucun jugement international public. Aucune justification n'est donnée sur l'instant. Le navire est simplement détourné. En quelques heures, 1 800 000 barils, d'une valeur supérieure à 100 millions de dollars, s'évaporent des circuits commerciaux mondiaux. Dans la presse internationale, les mots sont durs. Certains parlent de piraterie moderne. Mais une piraterie d'un genre nouveau, exécutée par la première puissance mondiale, avec ses porte-avions et sa force nucléaire en toile de fond. Une question brûlante se pose alors. Pourquoi Washington a-t-il pris le risque inouï de s'emparer d'une cargaison destinée à la Chine ? Et surtout, jusqu'où Pékin est-il prêt à aller pour répondre à cet affront ? Pour comprendre pourquoi l'enjeu est si colossal, il faut regarder les chiffres en face. Selon l'Agence internationale de l'énergie, le Venezuela dort sur plus de 300 milliards de barils de réserves prouvées. C'est officiellement le premier coffre-fort pétrolier du monde, devant l'Arabie Saoudite, la Russie et les États-Unis réunis. Mais cette abondance est un mirage. L'essentiel de ce trésor est enfoui dans la ceinture de l'Orénoque. Et ce n'est pas du pétrole léger et facile à pomper. C'est un brut extra lourd, une mélasse visqueuse chargée d'impuretés. Pour l'extraire, il faut des technologies de pointe et des milliards de dollars d'investissement. Le Venezuela ne pouvait pas le faire seul. C'est pour cela qu'au début des années 90, le pays lance l'Apertura Petrolera, l'ouverture pétrolière. L'idée est d'attirer les géants capables de dompter cette géologie hostile. À cette époque, les États-Unis sont le partenaire idéal. Ils ont la technologie, le capital et la puissance. Les majors américaines débarquent en force. Des sites comme Zuata, Cerro Negro ou Hamaca deviennent des chantiers pharaoniques, reposant sur des gisements de plus de 100 milliards de barils. C'est l'âge d'or. Le pétrole coule à flot, l'argent aussi, et l'alliance entre Caracas et le capital américain semble indestructible. Mais cet équilibre repose sur des fondations fragiles, et la rupture est imminente. Le basculement a lieu en 1999 avec l'arrivée d'un homme, Hugo Chavez. Dès sa prise de fonction, le ton change. Pour lui, le pétrole appartient à l'État, pas aux investisseurs étrangers. Il impose une règle non négociable. La compagnie nationale PDVSA doit désormais détenir la majorité de chaque projet. Pour les géants américains, c'est la fin de la partie. Des mastodontes comme ExxonMobil et ConocoPhillips voient leurs actifs saisis. Ils claquent la porte et traînent le Venezuela devant les tribunaux internationaux. Seul Chevron choisit le pragmatisme et accepte de rester sous ces nouvelles conditions. Mais globalement, l'âge d'or est terminé. La coopération laisse place à l'affrontement. La riposte de Washington va être graduelle, puis dévastatrice. À partir de 2017, les sanctions ciblent la dette du pays. Mais c'est en 2019 que l'Amérique sort l'arme lourde. Interdiction totale pour quiconque d'utiliser le dollar avec PDVSA. Le message au monde est clair. Achetez vénézuélien et vous serez sanctionné. Le résultat est une démolition contrôlée de l'économie. En 2005, le Venezuela extrayait plus de 3 millions de barils par jour. En juin 2020, la production s'est effondrée à peine 350 000 barils. Washington gèle au passage 7 milliards de dollars d'actifs. Les conséquences financières sont terrifiantes. Les revenus pétroliers, qui atteignaient 73 milliards de dollars en 2013, fondent à moins de 5 milliards en 2020. En quelques années, la première réserve pétrolière du monde a été mise à genoux. Mais derrière cette punition économique, une inquiétude stratégique bien plus grande commence à émerger à la Maison-Blanche. Si la stratégie de Washington s'est à ce point durcie, ce n'est pas uniquement pour sanctionner le régime de Caracas. La véritable inquiétude des États-Unis porte sur les acteurs qui se tiennent désormais derrière le Venezuela. Deux ombres planent sur le dossier, la Chine et la Russie. Suite au retrait forcé des capitaux occidentaux,
l'industrie pétrolière vénézuélienne s'est retrouvée au bord de l'asphyxie. Les caisses étaient vides, les technologies d'extraction manquantes et les infrastructures en ruine. C'est dans ce contexte de faillite imminente que Pékin est intervenu. La Chine a déployé un mécanisme de coopération massif et bien rodé, les prêts remboursés par le pétrole. Au total, ce sont plus de 50 milliards de dollars qui ont été injectés. Ces fonds ont servi d'oxygène pour maintenir les projets existants et éviter l'arrêt cardiaque de la production. Cette coopération s'est concentrée sur le cœur du réacteur, la ceinture de l'Orénoque. Les entreprises chinoises ne se sont pas contentées de payer. Elles ont participé directement au forage et à la construction des usines de traitement du brut extra lourd. Grâce à cet apport technique, la production s'est stabilisée. Le résultat est sans appel. Le Venezuela expédie désormais près de 25 millions de tonnes de pétrole par an vers la Chine, soit environ 85% de ses exportations totales. Pékin est devenu le client vital, remplaçant de facto les États-Unis. La Russie, elle, joue une partition différente, axée sur la force. Depuis plus de 10 ans, Moscou fournit à Caracas un arsenal militaire lourd, des chasseurs Su-30 Mk-2V au redoutable système de défense aérienne S-300VM. À cela s'ajoute le déploiement d'équipes de conseillers militaires russes pour la formation et le soutien logistique sur le terrain. Pour Washington, cette combinaison est explosive. Le Venezuela se trouve à moins de 2000 km des côtes américaines. Voir ce pays basculer dans l'orbite de deux rivaux stratégiques en pleine mer des Caraïbes est perçu comme une intrusion inacceptable dans ce que les États-Unis ont toujours considéré comme leur arrière-cour. La géographie joue ici un rôle capital. Le Venezuela se situe à moins de 2000 km des côtes américaines. Pour Washington, la zone Caraïbe a toujours été une sphère d'influence exclusive, une chasse gardée. Voir Caracas se rapprocher de Pékin et Moscou à cette distance est jugé inacceptable. La réponse américaine a d'abord été militaire et visible. Dès l'été dernier, la pression est montée d'un cran. L'US Navy a déployé des groupes aéronavals complets dans la région. Des bombardiers stratégiques B-52H ont frôlé l'espace aérien vénézuélien lors de missions qualifiées de routine. Mais le message était limpide. Il ne s'agissait pas de surveillance, mais d'intimidation directe. Cependant, dans ce climat de tension, Washington a franchi un nouveau seuil. L'action n'est plus seulement symbolique, elle est devenue physique. Les États-Unis ont commencé à intercepter directement les cargaisons en haute mer. Ce passage à l'acte transforme le bras de fer diplomatique en conflit naval ouvert. L'affaire du pétrolier chinois n'est pas un cas isolé, mais le point culminant d'une série d'attaques. Quelques jours avant, les forces américaines avaient déjà frappé en saisissant le skipper. Ce navire, battant pavillon ghanéen, transportait 1,1 million de barils vers Cuba. La justification ? Le navire aurait par le passé transporté du pétrole iranien. Pour Washington, c'était suffisant pour légitimer la prise. La réplique ne s'est pas fait attendre. Moins de 2 semaines plus tard, dans le golfe Persique, les gardiens de la révolution iranien ont intercepté un pétrolier lié à des intérêts américains, accusé de contrebande. Le message était clair, œil pour œil, saisie pour saisie. C'est dans ce contexte explosif que survient l'affaire du Century, la plus sensible de toutes. Ce supertanker, chargé de 1,8 million de barils, était exploité par une société de Hong Kong. Tout semblait en règle, pavillon panaméen, couloir maritime, standard, documents valides. Pourtant, les gardes-côtes américains l'ont abordé et saisi la totalité de la cargaison. La réaction de Donald Trump a été sans équivoque. Il a déclaré publiquement que les États-Unis comptaient garder ce pétrole pour l'intégrer aux réserves stratégiques ou le vendre. À cet instant précis, la nature du conflit a changé. En s'attaquant à une livraison chinoise parfaitement documentée, les États-Unis ne visent plus seulement le Venezuela, ils remettent en cause la liberté de navigation et le commerce énergétique de la Chine. L'affaire du Century ne pouvait pas rester sans réponse, mais à Pékin, la réaction est froide, calculée et chirurgicale. Plutôt que de tomber dans le piège d'une confrontation militaire directe, la Chine déplace le combat sur un terrain qu'elle maîtrise à la perfection, la logistique maritime mondiale. Peu après l'incident, les autorités chinoises dégainent une nouvelle batterie de règles pour tous les navires entrant dans leurs eaux. La première mesure est financière et cible directement les marges. Désormais, tout navire dont le capital est détenu à plus de 25% par des intérêts américains voit ses frais portuaires doubler instantanément. Cela peut sembler technique, mais l'impact est lourd. Les frais portuaires sont des coûts fixes, incompressibles pour les armateurs.
Décider de les doubler brutalement, c'est attaquer la rentabilité même de chaque escale. Pour les compagnies liées aux capitaux américains, transporter des marchandises vers la Chine devient soudainement beaucoup moins rentable. Mais l'étau se resserre encore avec une seconde contrainte, la transparence forcée. Pékin impose désormais un ultimatum de 72 heures avant l'arrivée au port. Les navires visés doivent déclarer l'intégralité de leur structure de propriété. La règle est simple, tout dire ou faire demi-tour. Toute dissimulation ou déclaration incomplète entraîne un refus d'accès pur et simple aux terminaux chinois. Avec ces décrets, Pékin transforme ses ports en armes de pression. Ces mesures ne bloquent pas frontalement le commerce, ce qui serait une déclaration de guerre, mais elles l'alourdissent considérablement. C'est une réponse asymétrique parfaite. La Chine utilise la bureaucratie pour ralentir les flux, augmenter les risques et punir financièrement les acteurs exposés aux États-Unis. Mais les taxes portuaires ne sont qu'un coup de semonce. Pékin garde en réserve des leviers de rétorsion bien plus dévastateurs, dont l'efficacité a déjà été prouvée sur l'économie américaine. Le premier levier est stratégique, les terres rares. Ces minerais sont le sang de l'industrie moderne, indispensables à la défense, aux énergies vertes et à l'électronique. Lorsque la Chine a restreint les vannes par le passé, l'onde de choc a été immédiate. L'industrie de défense américaine a vacillé. Des programmes critiques, comme ceux des chasseurs F-35 ou des systèmes de missiles, ont subi des retards. Du côté civil, les véhicules électriques et les semi-conducteurs ont vu leurs coûts exploser, certaines chaînes de production s'arrêtant même, faute d'aimants. Pékin sait parfaitement qu'un nouveau durcissement sur ce terrain provoquerait un infarctus industriel aux États-Unis. Mais ce n'est pas la seule carte dans la manche chinoise. L'autre vulnérabilité américaine se trouve dans ses campagnes. L'agriculture est une cible de choix. En décembre dernier, un signal fort a été envoyé. Des acheteurs chinois ont brutalement annulé une commande de 130 000 tonnes de blé tendre blanc américain. Valeur de la sanction, 30 millions de dollars. Ce coup d'arrêt est survenu moins de 2 mois après la reprise des achats, rendant le message encore plus cinglant. Et ce n'est sans doute qu'un avertissement. L'épée de Damoclès, c'est le soja. Une réduction massive des importations de soja américain frapperait directement le cœur électoral des États-Unis, les agriculteurs du Midwest et toute la chaîne logistique des grands négociants. C'est un scénario que le secteur redoute par-dessus tout. La confrontation a donc largement débordé le cadre vénézuélien. Elle s'étend désormais comme une tache d'huile, des ports chinois aux mines stratégiques, jusqu'aux silos à grains américains. Chaque action de Washington sur les mers ouvre désormais la voie à une représaille sur un autre front. Au final, l'affaire du pétrolier dans les Caraïbes dépasse de très loin le simple litige commercial. Elle crée un précédent historique. Pour la première fois, les États-Unis ont assumé la saisie d'une cargaison énergétique majeure destinée à la Chine en dehors de tout mandat international. Pour Washington, l'objectif est double. Il s'agit d'abord d'asphyxier le Venezuela, mais surtout d'envoyer un signal violent à Pékin et Moscou. Le message est limpide. Toute tentative de contourner l'ordre financier et énergétique américain s'exposera désormais à une réponse physique, directement sur les routes maritimes. Pour la Chine, l'enjeu est vital. C'est la sécurité de ses approvisionnements qui est en jeu. Les premières ripostes montrent que Pékin privilégie encore une escalade graduée et économique plutôt qu'un choc frontal. Mais ne nous y trompons pas, le pétrole vénézuélien est devenu le décor d'un affrontement systémique. D'un côté, une superpuissance militaire prête à utiliser sa flotte pour imposer sa loi, de l'autre, une superpuissance économique capable de verrouiller les ports, de couper les terres rares et de bouleverser les marchés agricoles. Ce face-à-face n'en est qu'à ses prémices. Chaque saisie appelle désormais une contre-attaque. Ce qui se joue aujourd'hui dans les eaux des Caraïbes préfigure sans doute le monde de demain. Un monde où les grandes puissances ne règlent plus leurs comptes par la diplomatie, mais par le contrôle brutal des ressources, des routes et des flux qui font tourner la planète.